Salut Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Alors bon, aujourd'hui j'ai une tenue un petit peu particulière, un petit peu jaune flashy, c'est pour une bonne et simple raison, c'est que je vais vous parler du Tour de France. C'est une première vidéo sur le Tour de France, peut-être une autre, ça je ne sais pas encore, je verrai. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais répondre à quelques questions sur le Tour de France, alors attention, préparez les vélos, c'est parti! J'ai une petite question, c'est par rapport à l'origine du Tour de France. J'aimerais savoir c'était en quelle année et par qui si possible. Alors le Tour de France ça a été créé en 1903, c'est l'une des plus vieilles compétitions sportives, enfin en tout cas une des plus vieilles compétitions cyclistes au monde, et elle a été créée par Henri Desgranges qui était à l'époque le rédacteur en chef du magazine L'Auto, tout simplement, donc il voulait tout simplement lancer une compétition nationale de grande envergure, et c'est ainsi voilà, qu'il a eu l'idée de relier les différentes grandes villes de France par des étapes avec tout simplement des cyclistes. Ça s'appelle le Tour de France, donc est-ce que comme son nom l'indique, ça se situe qu'en France? Alors c'est une très bonne question, et il faut savoir que le Tour de France, bon évidemment la plupart du temps ça se joue en France, mais il y a beaucoup d'exceptions. Le Tour de France essaie quand même de s'ouvrir un maximum autour, enfin en tout cas au niveau de ses voisins, ça s'est notamment démocratisé depuis 1992, puisque c'était une année particulière, parce que c'était l'année du traité de Maastricht, et donc il y a eu beaucoup d'étapes dans les pays voisins, Et plus récemment, donc, on a pu avoir des grands départs, des départs du Tour de France en Angleterre, notamment donc, à Londres, du côté de York. On a aussi de temps en temps des départs du Tour de France aux Pays-Bas ou encore en Belgique, et évidemment voilà, le Tour de France passe cette année notamment en Suisse et dans la principauté d'Andorre, et elle va de temps en temps en Espagne, en Italie, etc. Ça reste quand même assez exceptionnel que le Tour de France finalement s'exporte un petit peu en dehors. Moi, ma question concerne le nombre de participants. J'aimerais savoir il y en a combien et si ça varie au fil des années. Alors évidemment ça varie au fil des années, alors je ne pourrais pas dire combien précisément il y a eu de participants sur les précédents Tours de France, mais quoi qu'il en soit actuellement, en tout cas en 2015, il y a eu 198 coureurs au départ de ce Tour de France, répartis donc en 22 équipes si je ne me trompe pas, et donc il faut savoir que parmi ces 22 équipes, donc 21 équipes, il y a toutes les équipes du World Tour, c'est-à-dire la première division du cyclisme mondial, ça j'en parle dans ma vidéo sur le Paris-Roubaix, et 3 équipes en plus qui sont invitées, donc qui ont ce qu'on appelle une wildcard, et qui sont pour le Tour de France la plupart du temps des équipes françaises, qui sont de division inférieure. Donc oui, il existe d'autres Tours de France, alors oui, il existe d'autres grandes compétitions de cyclisme. Si on s'arrête sur les épreuves de type Tour qui se déroulent sur plusieurs semaines, il y a notamment le Tour d'Italie qui a lieu la plupart du temps au mois de mai ou juin, et il y a le Tour d'Espagne, la Vuelta, qui elle a lieu plutôt vers août ou septembre. Et donc ces 3 tours avec le Tour de France, donc, ce sont les plus grands rendez-vous du cyclisme international. Bonjour, ici le père Fouras. Alors, j'aimerais savoir s'il existe d'autres maillots que le maillot jaune. Des maillots qui ont une signification. Avec un premier indice, bien évidemment. Alors, sur le Tour de France, il y a plusieurs maillots distinctifs. Donc on en a parlé, il y a le maillot jaune, celui que je porte actuellement, qui sert tout simplement à distinguer le leader du classement général. Donc ainsi, en course, on repère assez facilement ce coureur qui est en tête. Et ça permet aux équipes, surtout dans les étapes de montagne, d'adapter leur stratégie selon la situation, si le maillot jaune est lâché, si le maillot jaune attaque, etc. Donc c'est un point de repère pour l'ensemble des compétiteurs, mais aussi pour les journalistes et forcément pour les spectateurs. Alors pour les autres maillots, il y a notamment le maillot blanc à pois rouge qui sert à distinguer le meilleur grimpeur. Alors le meilleur grimpeur, c'est un système de classement par points, c'est-à-dire que selon la côte, il y a plus ou moins de points à gagner, et donc voilà, celui qui finalement décroche le plus de points pendant le Tour de France remporte ce maillot. Puis même on voit quand même ce maillot pendant le Tour de France avec celui qui est en tête du classement général provisoire donc de la montagne. Il y a également le maillot vert qui distingue le meilleur sprinter, celui qui est le plus rapide sur les étapes de plaine, notamment à l'arrivée. Et on peut retrouver aussi des sprints qu'on appelle intermédiaires dans les différentes étapes, que ce soit des étapes de plaine ou des étapes de montagne. Et donc là pareil, c'est donc un système de points, et c'est celui qui a le plus grand nombre de points qui finalement remporte le maillot vert. Dernier maillot, il y a aussi le maillot blanc qui lui distingue le meilleur jeune au classement général, c'est-à-dire
on parle de coureurs cyclistes qui ont moins de 25 ans. Et enfin, il y a deux types de dossards aussi qui sont différents. Il y a le dossard rouge qui permet de distinguer le coureur le plus combatif d'une étape. Et il y a le dossard jaune qui permet de distinguer la meilleure équipe au classement général. On m'a dit par des indices qu'il existe plusieurs typologies de parcours, d'étapes. J'aimerais connaître leurs noms et leurs différences surtout. Alors en effet, il y a différents formats d'étapes. Pour parler des étapes à proprement parler, donc il y a les étapes de plaine qui se déroulent sur du plat ou quasiment plat, qui permettent donc aux sprinteurs de s'exprimer à l'arrivée. Il y a les étapes, on va dire, vallonnées qui permettent à des coureurs qu'on appelle des punchers de pouvoir se détacher du reste du peloton dans une côte. Parfois même l'étape se termine justement sur une montée. Il y a les étapes de moyenne montagne et de haute montagne. Donc moyenne montagne, c'est par exemple dans les Préalpes, et de haute montagne, donc dans les Alpes, sur le Mont Ventoux par exemple. Là, ce sont des étapes extrêmement difficiles et qui sont taillées pour les purs grimpeurs, pour vraiment ceux qui aiment la montagne, qui aiment vraiment les grosses ascensions. Et il y a un autre système d'étapes qui fonctionne en contre-la-montre. Donc là, il y a 4 types de contre-la-montre. Il y a le prologue. La plupart du temps, le Tour de France commence par un prologue, c'est-à-dire que c'est un petit chronomètre dans les rues de la ville départ qui de moins de 10 km, un contre-la-montre de moins de 10 km, qui permet de déterminer le premier maillot jaune, qui met un peu en condition les coureurs pour le reste de la compétition. Il y a des contre-la-montre individuels qui sont, on va dire, classiques, qui font en général une cinquantaine de kilomètres. Il y a aussi les contre-la-montre par équipe, donc là qui peuvent être un petit peu plus longues, mais qui concernent l'ensemble de l'équipe. Et enfin, il y a les contre-la-montre de montagne, c'est-à-dire que, par exemple, il y a l'ascension de l'Alpe d'Huez qui est très souvent utilisée comme contre-la-montre. Et là, c'est vraiment, encore une fois, les grimpeurs qui peuvent vraiment s'exprimer. Et c'est souvent là que se joue le classement général du Tour de France. It's me, Mario. J'aimerais savoir le tenant du titre du Tour de France. J'allais dire de la Tour de France, désolé pour mon accent. Et j'aimerais savoir qui a remporté le plus de titres. En 2015, donc, c'est le Britannique Chris Froome qui a remporté le Tour de France, c'est facilement au passage. Ceux qui ont gagné le plus de Tour de France, ils sont à 5 titres au total. Donc, je pense notamment à Bernard Hinault, au Belge Eddy Merckx, ou encore justement à l'Espagnol Miguel Indurain. Alors, on pourrait parler de Lance Armstrong, mais c'est un peu particulier. Alors, Lance Armstrong, c'est un coureur américain qui a remporté 7 Tours de France consécutifs, de 1999 à 2005. Mais les titres de Lance Armstrong sur le Tour de France ont été annulés par rétroaction, tout simplement pour raison de dopage. J'aimerais savoir le nombre de kilomètres durant le Tour de France, si ça varie aussi au fil des années, et surtout le nombre d'étapes, si c'est fixe ou pas. Donc là, en 2016, il y a 20 étapes au total. La compétition se déroule sur 22 jours, mais il y a 2 jours de pause. Et au total, cette année, en 2016, les coureurs vont parcourir 3419 km, précisément, donc du 2 juillet au 24 juillet. Et donc, oui, ça varie en fonction des années. Alors, il faut savoir, une anecdote un petit peu particulière, c'est que les premiers Tours de France, c'était sans doute les plus difficiles, parce que les étapes, elles faisaient en moyenne 500 km. Donc à l'époque, les coureurs cyclistes, qui avaient des vélos qui étaient en plus plus lourds que ceux qu'on a aujourd'hui, devaient parcourir donc 500 km. Donc c'était, si je ne me trompe pas, Paris-Bordeaux, Bordeaux-Marseille, Marseille-Lyon, Lyon-Paris, enfin des étapes comme ça. Et en général, les coureurs mettaient 2 à 3 jours, peut-être plus, pour pouvoir parcourir ces distances qui sont très longues finalement. Aujourd'hui, une étape du Tour de France, on va dire, pour dire une moyenne, c'est environ 150 km. Donc les petites étapes peuvent faire une centaine de kilomètres et les grandes étapes peuvent dépasser les 200 km. Mais ça reste quand même extrêmement rare. Et aujourd'hui, dans l'ensemble des compétitions cyclistes, celle qui est sans doute la plus longue, c'est une compétition italienne, donc le Milan-San Remo, qui fait à peu près 250 km. J'aimerais savoir s'il y a une distinction pour les losers comme moi, parce que j'entends tout le temps parler de maillot jaune, de maillot blanc, vert à pois, mais ça me saoule.
On peut parler ici de lanterne rouge, donc, qui désigne tout simplement le coureur qui termine bon dernier du Tour de France. Et apparemment, il y a certains coureurs qui se battent pour justement finir lanterne rouge. Je pense notamment à Sébastien Chabanel en 2015, qui apparemment assumait parfaitement cette situation. Le statut de lanterne rouge est quand même un statut qui est particulier, parce que c'est vrai que tout le monde ne va pas le retenir, mais disons ceux qui sont à 100% dans le cyclisme, qui sont à 100%, qui suivent très assidûment le cyclisme, vont facilement retenir les lanternes rouges, autant les lanternes rouges que les vainqueurs des Tours de France. Voilà, tout simplement, c'est pour distinguer celui qui termine bon dernier de la compétition. Et c'est un exploit en soi, parce que c'est pas évident de terminer dernier tout en s'assurant d'arriver pas trop tard au niveau des étapes, parce qu'il y a des quotas, quoi. Je veux dire, par exemple, sur une étape de montagne, il peut y avoir jusqu'à 45 minutes de retard maximum pour les coureurs. Au-delà de ce temps, le coureur est éliminé de la compétition. Donc c'est pas évident. Voilà, on a fait le tour de la grande boucle. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est à vous de jouer, faites comme d'habitude, commentez, likez, partagez, faites-vous plaisir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ouais, bonjour, ici le Père Fouras. Non, mais parce que c'est atypique, comme ça, les gens vont venir. Je crève de chaud là-dedans. Ah, excuse-moi, je suis vite. J'allais dire un truc, mais vous allez dire c'est un mauvais jeu de mots. J'allais dire, je pense qu'on a fait le tour.